Salut à tous et bienvenue. Alors, on a tous vu ces beaux plans environnementaux, ces grandes stratégies, mais comment s'assurer que ça se transforme en action bien réelle sur le terrain? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui en plongeant au cœur d'un élément crucial de la norme ISO 14001, le fameux contrôle opérationnel, le paragraphe 8.1. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important de passer du plan à l'action. Ensuite, on se demandera ce que ça veut dire, au fond, maîtriser. Puis, on verra des exemples très concrets, comment on gère les imprévus. Et enfin, la question qui tue, comment on prouve que ça marche. Allez, c'est parti. Première étape donc, passer du plan à l'action. Et là, on touche à un problème que beaucoup connaissent, ce fameux fossé entre la stratégie qu'on a sur le papier et ce qui se passe vraiment tous les jours dans l'entreprise. La question, elle est simple finalement. Est-ce que tous ces plans, tous ces objectifs, ça sert juste à faire joli dans un classeur ou est-ce que c'est un impact réel? C'est tout l'enjeu. Comment on passe de l'intention à l'action concrète sur le terrain? Eh bien la réponse, elle se trouve justement dans ce paragraphe 8.1. C'est vraiment, lui, le point de bascule. C'est le moteur qui prend toutes les analyses, tous les risques qu'on a identifiés, tous les objectifs et qui transforme tout ça en action concrète. C'est là que ça devient réel. Bon, maintenant qu'on a compris l'idée générale, allons un peu plus dans le détail. C'est quoi au juste ce principe de maîtrise? Qu'est-ce que la norme attend de nous concrètement? Alors, la maîtrise opérationnelle, en fait, c'est assez simple. C'est l'ensemble des processus qu'on met en place pour être sûr que nos plans ne restent pas des vœux pieux. C'est s'assurer que jour après jour, les activités sont faites de manière contrôlée, cohérente et qu'elles nous mènent bien là où on veut aller sur le plan environnemental. Et pour ça, la norme nous propose un chemin en 3 étapes super logiques. D'abord, étape 1, on définit des critères. C'est un peu comme les instructions d'une recette de cuisine. Température du four, temps de cuisson, les règles du jeu quoi. Étape 2, on met en œuvre les moyens de contrôle pour respecter ces critères. Et enfin, étape 3, cruciale, on garde des preuves. On documente le fait que le processus a bien été suivi comme prévu. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, ça donne quoi? Allez, on quitte la théorie pour voir comment cette maîtrise prend vue sur le terrain. En gros, on peut classer les moyens de maîtrise en 2 grandes catégories. D'un côté, on a tout ce qui est technique. Pensez à des systèmes physiques, un détecteur de fuite, un bac de rétention sous une cuve, des trucs qui agissent directement. Et de l'autre côté, on a l'organisationnel. Là, on est sur l'humain, des procédures claires, des formations, des checklists. Et secret, bien souvent, c'est de combiner intelligemment les deux. Et regardez la palette d'outils à disposition. Ça va des checklists au permis de travail, en passant par des procédures écrites, des consignes visuelles, des plans de maintenance, des rondes d'inspection. On peut même inclure des clauses dans les contrats fournisseurs ou imposer des formations. La norme est super flexible là-dessus. Il n'y a pas une seule bonne réponse. L'idée, c'est de piocher ce qui est le plus pertinent pour ses propres risques. Et tout ça, ça obéit à une règle d'or, une règle de pur bon sens. Le niveau de maîtrise doit être proportionnel au risque environnemental. Clairement, on ne va pas mettre en place un système hyper lourd pour une activité sans grand impact. Par contre, pour une opération à haut risque, là oui, on va bétonner la maîtrise avec des contrôles très stricts. C'est une question de dosage. Alors attention, un système de maîtrise, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place une fois pour toutes et qu'on oublie. Le monde de l'entreprise, ça bouge. Il y a des changements, des imprévus, des partenaires externes. Voyons comment gérer ça. Et c'est un point absolument crucial. Pourquoi? Parce que statistiquement, c'est pendant les phases de changement que les accidents arrivent. Que le changement soit prévu, comme l'installation d'une nouvelle machine, ou imprévu, comme une panne, la maîtrise doit tenir bon. Il faut avoir anticipé pour ne pas se laisser déborder. Typiquement, quels sont les changements qui doivent faire clignoter un voyant rouge? Eh bien, l'arrivée d'un nouvel équipement, l'utilisation d'un nouveau produit chimique, une modification du procédé de fabrication, mais aussi un nouveau fournisseur, ou même une simple augmentation de la production. Chacun de ces points demande une réflexion. Quel est le nouvel impact potentiel et comment on le maîtrise? Et la maîtrise ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Si on externalise un processus, si on fait appel à des fournisseurs, à des sous-traitants, on reste responsable de leur impact environnemental. Il faut donc étendre cette maîtrise à ses partenaires, que ce soit via des clauses contractuelles, des audits ou des cahiers des charges très clairs. On arrive à la fin de notre parcours, la preuve par l'audit. C'est un peu le moment de vérité. On a mis en place plein de choses, mais comment on démontre que ça marche, que ce n'est pas juste du vent? Ce tableau est génial pour comprendre la logique d'un auditeur. C'est très simple. Il va prendre un aspect environnemental significatif, un gros risque, disons, le déversement chimique. Et là, il va poser 2 questions. 1. Qu'est-ce qui a été mis en place pour maîtriser ce risque? Par exemple, un système de rétention, une procédure d'urgence. 2. Montrez-moi la preuve que ça fonctionne et que c'est suivi. Par exemple, le registre des inspections de la rétention. C'est cette chaîne logique. Risque, maîtrise, preuve. Et ces preuves, elles peuvent être de toutes sortes. Des procédures, bien sûr, mais aussi des relevés de paramètres, des rapports d'inspection, des enregistrements de maintenance, des évaluations de fournisseurs, des attestations de formation. L'important, ce n'est pas la quantité de papier,
Ce qui compte, c'est de pouvoir démontrer cette fameuse cohérence. Pour chaque risque identifié, il y a une maîtrise adaptée et une preuve que c'est appliqué. Alors, au final, pour revenir à notre toute première question, ce système environnemental, est-ce que c'est la théorie, du pipeau, ou est-ce que c'est une réalité tangible? Eh bien voilà la conclusion. Sans cette maîtrise opérationnelle, le système reste une belle idée, une construction théorique. Mais avec elle, il devient vivant. Il devient opérationnel, crédible et surtout performant. C'est vraiment le cœur du réacteur d'un système de management environnemental qui fonctionne.